Charles, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez régulièrement des chroniques intitulées Comment gagner de l'argent sans travailler, mais en réfléchissant. Et il y a 2 ans, lorsque vous êtes venu sur ce plateau, vous nous avez dit qu'il était plutôt temps de songer à ne pas perdre d'argent que d'en gagner. Alors, 2 ans se sont écoulés. Je vous propose qu'on fasse un petit bilan des différents actifs. C'est toujours dangereux, ça. Bah oui, mais alors justement. Pour celui qui a donné les conseils, je veux dire. Exactement. Parce qu'on a en tête la hausse des marchés actions L'an dernier, mais c'est bien d'écarter un petit peu, enfin d'élargir l'horizon et de voir ce qui s'est passé sur 2 ans. Alors, ce qui s'est passé depuis 2 ans, si vous voulez, c'est que dans le fond, prenons un peu les chiffres, je vais le citer à peu près de mémoire, mais enfin, la bourse de la zone euro, je vais tout exprimer en dollars, de façon à montrer que dans une monnaie commune, parce que sinon on va pas, et puis c'est plus facile en dollars que dans d'autres monnaies. Donc grosso modo, la bourse de la zone euro est en baisse de 5% depuis 2 ans. Donc on a perdu de l'argent depuis 2 ans, enfin on n'en a pas gagné. Une obligation française ou allemande a fait 0. C'est peu satisfaisant aussi, enfin. Le cash en dollars, c'est-à-dire que vous mettez votre argent dans un fonds de trésorerie américain ou en dollars, est en hausse d'à peu près 5%. Sur 2 ans. Sur 2 ans, oui. Une obligation à 10 ans britannique, que j'ai peut-être recommandé ou pas, je ne me souviens plus, mais c'était le genre de choses que je recommandais à l'époque, est en hausse de 6%. Donc déjà, si vous avez une obligation britannique... C'est mieux que 0. C'est mieux que 0, c'est mieux que moins 5. C'est une obligation chinoise, dont je vous ai peut-être parlé aussi parce que ça a été une de mes recommandations, du gouvernement chinois, est en hausse d'à peu près 12-13%. Malgré la bagarre aux États-Unis, malgré les attaques sur la monnaie chinoise, malgré le fait que la Chine va s'écrouler d'un instant à l'autre, ce qu'on m'explique depuis bien longtemps, elle est bien faite, si vous voulez. Donc, et les 2 meilleurs placements, c'est l'or qui a fait à peu près 20%, et la bourse de New York qui a fait aussi à peu près 20%. Donc, dans les marchés des actions, bon, l'Asie, elle a fait à peu près 1 ou 2%, Pacifique hors Japon 1 ou 2%, donc elle a fait la même chose que les bons du Trésor américain, elle a fait à peu près 4-5%. Donc, grosso modo, ce qu'il ne fallait pas avoir dans les portefeuilles, c'était des obligations européennes et des actions de la zone euro. Vous voyez, c'était sur les 2 dernières années. Sur les 2 dernières années. Et je pense que c'est ce qu'en doute qu'avaient la plupart de vos auditeurs, si je peux me permettre. Donc, finalement, avoir été prudent depuis 2 ans, ça n'a gêné personne, quoi. Voilà. En dépit de l'appréciation donc, des bourses que tout le monde a en tête l'année dernière. Oui, mais si vous voulez, c'est un vieux truc que je raconte toujours aux gens. Si une bourse baisse de 50% d'abord une année et remonte de 50% l'année d'après, ça vous fait moins 50 et puis plus 25, c'est-à-dire que vous êtes en baisse de 25% sur 2 ans, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il faut élargir la focale. Il faut regarder absolument. Un petit peu. 1 an, ça ne veut rien dire. Ça, c'est le bilan. Oui. Mais est-ce qu'il faut être aussi soucieux de préserver son argent pour les mois qui viennent? C'est une question très intéressante, mais on va essayer de faire un pas en arrière, là, une fois de plus. Quand vous mesurez vos performances, vous utilisez une monnaie. Bon. Par exemple, en Europe, on utilise l'euro. Mais l'euro n'est plus un échantillon, ni une réserve de valeur, ni un échantillon de valeur, puisque quand vous regardez la finance, et je vais être un tout petit peu compliqué, je m'en excuse, vous avez 2 axes toujours. Vous avez le temps. Plus vous investissez à long terme, plus vous prenez des risques, puisque le futur est inconnaissable. Et vous avez le risque de crédit. À ce moment-là, si vous achetez une saloperie, il peut sauter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Le risque de défaut. Le risque de défaut. Donc c'est là-dessus que vous devez toujours réfléchir, le temps et le risque. Et le risque. C'est les deux axes de votre réflexion. Le temps étant également un risque. Le temps étant également un risque. Mais la seule façon dont la finance mesure le temps, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont payés à celui qui a une épargne pour le compenser contre l'incertitude du futur. C'est ce que j'ai souvent dit ici. Mais à partir du moment où les taux d'intérêt sont négatifs, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une impossibilité logique. Ça, vous nous l'avez répété maintes fois. Maintes fois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus mesurer le risque du temps en Europe. C'est-à-dire qu'on a amputé
l'investisseur de la moitié de ses outils de décision. Ce qui veut dire que la monnaie dans laquelle vous mesurez ce risque n'a aucune existence logique. Ce n'est qu'un rapport de force établi par des gens que personne n'a élus. C'est un prix administré. C'est un prix administré. La monnaie est une espèce maintenant de convention étatique, mais qui n'a plus rien à voir avec la réalité de ce que devrait être une monnaie. Ce qui veut dire qu'avoir, encore une fois, des outils à taux fixe, des obligations en Europe, il faut être fou. Donc, la première question que je dois vous donner, c'est vous ne pouvez pas garder des actifs qui sont mesurés dans quelque chose qui est profondément illogique. Vous pouvez garder des actions parce que vous allez les mesurer dans la même monnaie, mais les actions, il y a quelque chose de réel en dessous. De tangible. De tangible. Tandis qu'une obligation, il n'y a rien d'autre que la promesse de l'État de vous rembourser un jour ou l'autre quand il le voudra. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez toute une partie de l'environnement investissable en Europe qui est aujourd'hui devenu intouchable, pestiféré. Vous ne devez pas toucher à ça. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont de l'obligataire via des fonds en euros devraient se méfier. Non seulement ils devraient se méfier, mais ils devraient les vendre tout à fait cessantes, oui. Et je signale que le monsieur Sapin avait fait passer une loi disant que s'ils voulaient tous sortir en même temps le même jour, ils ne pourraient plus sortir. C'est-à-dire qu'on a déjà préparé la capture de l'épargne des Français de façon légale. Votre raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, il faut être investi, si on doit l'être, en actions. En actions, et qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Oui, ça je renvoie à l'une de nos précédentes émissions. Toujours mes airs liquides, je veux dire. Voilà. Vous aimez bien Air Liquide, en tout cas, c'est l'exemple qui vous vient à chaque fois. De l'esprit, non, parce que c'est une société qui est gérée par des gens compétents depuis un siècle et demi. Et donc, si vous voulez, ils ont une espèce de relation au temps qui est quand même solide. Il y a 2 ans, vous disiez aussi, l'Asie, c'est la zone où être présent. En particulier pour les placements obligataires, parce que là, ils ont, eux, conservé la caractéristique des monnaies, des taux d'intérêt. On peut encore avoir une relation avec le temps en Asie. Vous êtes payé. Si vous voulez, par exemple, vous achetez une obligation, je ne sais pas, Philippines, vous allez avoir 6%. Et ils ont des comptes courants qui sont à peu près convenables, des réserves de change qui sont bien. Ils sont adossés à la Chine. Vous pouvez avoir des obligations chinoises qui vous donnent des 3% et qui sont de très bonne qualité également. Donc, il me semble que toute la partie protection de vos portefeuilles, mettons obligataires, doit être soit en obligations asiatiques, soit en or. Parce que, comme le disait John Pierpont Morgan, le grand banquier américain, il disait l'or, c'est de la monnaie, tout le reste est du crédit. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un risque énorme qui pèse sur le crédit en Europe. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, je ne suis pas du tout un fanat de l'or. Un fanat de l'or, pas du tout. Mais à partir du moment où votre gouvernement devient fou, il est recommandé d'avoir de l'or. Et de l'or physique. De l'or physique. Puisque l'or financier... Vous savez pas qui est vous n'avez pas la main. OK. Donc en Asie, des obligations plutôt, nonobstant tout ce qui se passe en ce moment et les craintes de ralentissement. Enfin, les craintes. S'il y a ralentissement, matérialisées puisque la Chine est à l'arrêt en ce moment. Oui, mais s'il y a ralentissement, qu'est-ce qui va se passer? Les taux d'intérêt vont baisser. Vous achetez une obligation à 10 ans à 3%, si les taux baissent à 2%, vous allez monter de 10 ou 12%. Et allez hop, ça ne demande rien à personne. Du côté des actions. Les actions, à part les actions européennes, on a compris que c'est les actions européennes qui faisaient du bon boulot, il n'y a pas de problème. C'est vrai dans le monde entier, celles qui ont des produits de bonne qualité, qui vendent, qui sont compétitives et tout. Donc, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'il y a dans les marchés deux secteurs, je vais peut-être dire ici, je ne sais pas, il y a le secteur capitaliste, qui est darwinien, dans lequel seuls les meilleurs survivent et tout. Et puis vous avez le secteur communiste, qui ne vit qu'avec l'aide du gouvernement local, si vous voulez, qui sont cotés aussi. Il faut avoir que des actions dans le monde entier du secteur capitaliste. Parce qu'avoir des actions du secteur communiste quand les États vont s'écrouler, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, mais parfois c'est tout de même difficile de savoir si l'État n'intervient pas dans s'il y a un membre du conseil d'administration qui est de l'État, vous n'y touchez pas. Bon,
ok, ça c'est votre principe assez radical en la matière. Les États-Unis, qui ont surperformé. Les États-Unis ont surperformé. Alors ils ont surperformé pour toute une série de raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs de croissance aux États-Unis. Et que je ne sais pas si vous le savez, mais si vous avez quelque part dans le monde des taux d'intérêt négatifs, et que vous calculez ce qu'on appelle une valeur actualité, vous pouvez actualiser, vous savez, c'est... Ben, si vous avez des taux négatifs et un cash flow positif que vous essayez de mesurer, la valeur de ce cash flow, c'est infini. Oui, mais ça, c'est une vision purement mathématique des choses. C'est une vision purement mathématique, mais ça veut dire qu'à partir du moment où les taux sont très bas, le marché va toujours favoriser les actifs à duration très 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 longue. Et il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'ailleurs. Donc il faut rester sur les États-Unis. Il faut rester sur les États-Unis tant qu'on a ces taux d'intérêt débiles, oui. D'accord. Donc, pour résumer, les actions européennes, parce que là, c'est un choix de bonne qualité, voilà. Oui, c'est un choix par défaut, même si elles ont sous-performé en dollars sur 2 ans. Oui, mais c'est l'indice qui a sous-performé, parce que, comme j'avais essayé de le montrer il y a quelque temps, ici, si vous aviez acheté les valeurs qui n'avaient rien à voir avec le gouvernement français, vous en sortez bien mieux que l'indice. D'ailleurs, les actions françaises n'ont pas démérité sur 2 ans. Ah non, sur 2 ans, c'est le seul marché en Europe qui soit en hausse positive, en dollars. Parce que l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne sont en baisse, et parfois en baisse assez profonde. Ce qui veut dire que la France a cet avantage énorme dans son indice boursier d'avoir des tas de valeurs qui n'ont rien à voir avec la France. Parce qu'elles sont très internationalisées. Depuis très longtemps. C'est-à-dire que les grands patrons français ont compris il y a très longtemps qu'ils pouvaient avoir leur siège à Paris, mais que c'est tout ce qu'ils devaient avoir, quoi. De l'obligataire émergent, on avait vu que l'obligataire britannique, c'était pas trop mal tenu. L'obligataire britannique, vous pouvez en avoir, parce que... Les actions britanniques, on n'en a pas parlé. Ben, les actions britanniques, il y a quelques années, j'avais beaucoup recommandé les exportatrices, au moment où la livre était très faible et tout, mais comme la livre est déjà remontée, qu'elle risque de continuer à remonter assez fortement, à mon avis, il vaut mieux jouer les valeurs maintenant de consommation domestique, quoi. Ça me paraît beaucoup plus... D'accord. Et les États-Unis, toujours. Toujours, parce que... la croissance. La croissance, et puis ils ont quand même un gouvernement qui déréglemente autant qu'il peut. Il a fait sauter à peu près 1000 réglementations, plus stupides les unes que les autres, mises par M. Obama. M. Trump, et deuxièmement, il continue à baisser les impôts. Donc, moi, j'ai jamais vu une baisse des impôts. C'est un milieu favorable aux entreprises, bien sûr. Voilà, M. Trump gouverne pour la rentabilité des entreprises. Même si on observe qu'aux États-Unis, en fait, les profits ont plutôt tendance à stagner hors rachat d'actions. Hors rachat d'actions, c'est tout à fait vrai. Et une bonne partie de la cote américaine n'a pas engrangé de profit, a même vu des croissances. Mais c'est très inquiétant, vous avez toute une série d'indices, comme le Russell 2000, qui est les petites valeurs et tout. Je crois que 40% des valeurs n'ont jamais fait de profit, quoi. Et qui sont chères. Enfin, je veux dire, elles sont là aussi. Donc, là aussi, vous trouvez une manifestation de cet excès de liquidité qu'il y a dans les marchés, qui a été créé par les banques centrales, qui fait qu'il y a probablement toute une série de valorisations qui ne sont pas très cohérentes. Très cohérentes, quoi. En tout cas, je ne me sens pas très à l'aise, quoi. Si on raisonne en termes de fondamentaux. Absolument. Si on raisonne que pourquoi j'achète cette valeur, parce qu'il va y avoir un imbécile qui va l'acheter plus cher demain, c'est pas un argument qui m'a jamais convaincu. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, je vous fais préciser ça, il faut plutôt être sur des grandes capitalisations. Il faut plutôt être sur des machins qui ont des cash flows positifs, qui n'ont pas de dette. Tout ça dans un contexte où les taux restent tout de même plutôt bas. Les taux vont rester bas, mais ça veut. J'essaie toujours de dire aux gens pour les faire comprendre, il y a deux choses. Il y a le coût de l'argent et il y a la disponibilité de l'argent. Et une crise de crédit, ça ne veut pas dire que les taux vont monter, ça veut dire que d'un seul coup, l'argent est plus disponible pour personne. Donc on pourrait tout à fait avoir des taux bas et de l'argent disponible pour personne. Et les effets sont les mêmes. C'est-à-dire que les banques ou n'importe qui ne prêtent plus, quoi. Pouf, ça s'arrête. Et ça peut arriver. Bon, c'est un autre sujet qu'on développera ultérieurement. Charles, merci. Merci beaucoup.